Voilà, merci de revenir le plus rapidement possible, vous installer. Alors, c'est le moment où la parole revient essentiellement à la salle à partir des propos de nos 4 prochains invités. Alors, merci d'être là et pendant que les dernières personnes arrivent, je vous passe un message intéressant. Alors, je vous rappelle qu'il y aura à Bruxelles en 2014, en septembre précisément, un colloque international organisé par le Secrétariat international francophone pour l'évaluation internationale, le CIFE. Et c'est intéressant parce que le thème de ce colloque, donc de 3 jours, c'est essentiellement le même que le thème que les thèmes et les questions qu'on aborde depuis hier matin. Donc, comment renouveler l'approche et les pratiques en évaluation environnementale. Alors, si vous voulez plus d'informations, M. Gilles Côté a distribué de ses dépliants sur les tables. Il y en a aussi à l'avant, à la table d'accueil. Alors, je vous invite à les prendre pour avoir plus d'informations. Alors, je vous rappelle que cette plénière, elle est enregistrée, mais en version audio. Les caméras sont là uniquement pour relayer sur les écrans les images des gens qui vont s'exprimer. On a, comme hier matin, 3 micros à votre disposition. La grande question, évidemment, pour conclure ce congrès de l'association, c'est vraiment comment repenser les études d'impact environnemental, comment relever les défis que vous avez identifiés depuis hier. Alors, on a pensé, dès le début, demander, Jean-Yves Lalande vous le rappelait ce matin, à 4 personnes d'assister à tout le congrès et de conclure donc l'événement en lançant la dernière plénière par leur réflexion. Réflexion sur l'état des lieux dressé hier matin, sur la présentation des tendances à l'international ou pour les gouvernements, nos gouvernements à nous. Ils ont assisté, évidemment, bien sûr, aux 2 ateliers d'hier sur les innovations et sur la consultation citoyenne. Ils ont entendu, écouté attentivement ce qu'on a dit ce matin sur les suivis. Alors, au lieu d'aller par 4 tours de table comme hier, un tour de table avec eux, et ensuite, vous pourrez tout de suite ajouter. La discussion, de toute façon, elle est déjà commencée à la suite des présentations de la matinée. Je vous invite à la poursuivre, toujours sur les meilleure façon d'améliorer le système, de rendre non seulement le suivi, les suivis, mais tous les processus plus performants, plus pertinents, plus crédibles également. Alors, je vous invite à poursuivre tout de suite. Alors, je vous présente nos invités. Alors, Katia Jourdain, voilà. Catherine, pardon, ça va bien, je vais tourner. Je veux savoir le vrai titre que vous avez. Directrice des relations avec le milieu et les communications à la mine Arnaud. Alors voilà, bonjour Catherine, merci. Ensuite, Mireille Paul, qui est directrice à la direction de l'évaluation environnementale des projets nordiques et miniers au ministère du Développement durable et de l'Environnement, de la Faune et des Parcs. Ensuite, M. Yves Comtois, Monsieur Comtois, qui est directeur de projet environnement et eau à SNC-Lavalin. Et enfin, Monsieur Jean-Pierre Pelletier, enseignant à l'Université de Sherbrooke, qui a obligé une dizaine de ses étudiants à le suivre ici. Non? Pas du tout. D'accord. Alors, écoutez, un premier tour de table. Vous avez été là. Vous êtes, évidemment, vous avez été très actifs aussi, je pense, dans plusieurs des discussions déjà en atelier. Alors, qu'est-ce que vous avez, je dirais, retenu et appris pour répondre aux grandes questions qu'on se posait? Comment rendre tout cela plus pertinent et plus crédible? Je commence avec vous, Catherine. Bien, définitivement, la participation citoyenne semble être au cœur du débat et c'est un incontournable. Moi, je vous amène un point de vue un peu plus terrain, basé sur une expérience terrain. J'ai vu qu'il y avait une volonté de vouloir développer cette participation citoyenne-là. On est encore un peu dans un contexte qui est théorique, par contre. Les promoteurs essaient du mieux qu'ils peuvent d'intégrer ça à leur démarche. Par contre, il faut définir le côté pratique et efficace de ce concept de participation citoyenne-là, en tenant compte, entre autres, des différents publics. Hein. Les publics à qui on s'adresse, ils ne sont pas homogènes. On a des communautés autochtones. Les cultures sont différentes sur les territoires. Le niveau de connaissance aussi des publics est différent. Hein. 30 microgrammes par mètre cube, ça peut être très, très difficile à comprendre pour des gens. Les gens ne sont pas nécessairement au même niveau non plus. Il y a des contraintes aussi temporelles, économiques,
c'est ça exactement. Il y a aussi l'ouverture des promoteurs. Heureusement, les promoteurs sont de plus en plus ouverts, on le constate, mais des fois, se mettre à nu et aller de l'avant avec parfois le peu d'informations qu'on a, si on considère qu'on est en avis de projet, ça peut paraître intimidant, mais il faut y aller. C'est ce que vous faites à la Ménardeau? Exactement. Depuis le début, on a travaillé avec un esprit d'ouverture et de transparence. Les défis sont grands là-dedans parce que c'est, comme je le disais tout à l'heure, se mettre à nu, donner l'information qu'on a au fur et à mesure qu'on l'a et accepter qu'une fois que cette information-là est publique, les gens en font ce qu'ils en veulent. Donc, c'est un travail constant de ramener, de recontextualiser toute notre information. Donc, ça ressemble à ça. D'accord. Alors, vous reviendrez avec d'autres commentaires, peut-être en réaction à ce que les gens vous diront sur les meilleures façons d'améliorer la participation citoyenne ou sur d'autres sujets. Mireille Paul, qu'est-ce que vous avez retenu? Eh bien, moi, d'entrée de jeu, je voudrais un petit peu revenir sur ce que les précédents poissons du précédent aquarium ont mentionné. C'est que je crois, comme M. Gauthier l'a mentionné, que nous sommes dans une procédure complexe et que cette complexité-là ne va pas disparaître. Il faut vivre avec la complexité. Il faut envisager des mesures d'amélioration en ayant en tête que cette complexité-là, il n'y aura jamais en diminuant. Donc, à partir de ça, ce que je retiens, puis ce que j'ai retenu, évidemment, est teinté par mon rôle en tant qu'acteur dans la procédure, parce que nous sommes tous acteurs, tout est lié, et la procédure d'évaluation environnementale, elle s'inscrit dans une évolution sociétale, c'est pas désincarné. C'est une procédure qui a amené, puis je trouve que c'est la beauté de la chose, ça a amené des producteurs miniers qui pensent à extraire de l'or, à devenir des acquéreurs de connaissances pour documenter leur étude d'impact. Et ça, des fois, c'est des paradoxes auxquels un promoteur qui s'engage dans la procédure est confronté. Alors moi, ce que je retiens comme mesures qui sont peut-être porteuses, la première étant la suggestion d'Hydro-Québec de quitter un peu ce que M. Bérubé a appelé le catalogue des exigences, pour aller vers une étude d'impact beaucoup plus axée sur... Et là, j'hésite à employer le mot enjeu. J'ai compris qu'on en faisait peut-être un abus, mais j'irais plutôt vers les grandes problématiques environnementales, celles qui comptent vraiment. Je pense que ça, c'est assez porteur, mais difficile à mettre en place parce qu'il faut aller chercher l'adhésion de tous à toutes les étapes de la procédure, pour ne pas se retrouver à un moment donné dans un cul-de-sac où l'information livrée va être jugée finalement peu suffisante et se retrouver dans le même état qu'on est actuellement à colliger de l'information composante par composante. Je retiens également le rapprochement qu'on doit impérativement faire entre les analystes du ministère, leurs spécialistes, et le promoteur dès le début du projet, à toutes les étapes, y compris à l'étape post-construction et exploitation. Il ne faut jamais que le fil se rompe. Il faut toujours continuer de se parler. Je retiens une véritable consultation du public avant la rédaction et le dépôt de l'avis de projet. Et ça rejoint l'intervention de Mme Gélina, là, où on parlait de comité d'intervenants. Je pense que ça peut être intéressant, effectivement, à mettre en place. Mme Gélina a une vision très, très large de... Mais elle allait aussi loin que de demander que ces comités de suivi soient mis en place de façon obligatoire dès l'avant-projet. Est-ce que vous pensez que c'est intéressant, réaliste, souhaitable? Je ne suis pas sûre que ce soit nécessaire, que ce soit obligatoire. On a toutes sortes de projets ici. On pense tout de suite gros projets, mais vous savez, il en passe des projets dans la procédure où c'est peut-être pas absolument nécessaire que ce soit obligatoire et défini déjà dans l'autorisation. Maintenant, au niveau de la mesure qui m'a semblé, j'en ai juste une, qui m'a semblé un petit peu moins porteuse, puis je l'ai beaucoup entendu, je trouve ça vraiment spécial, c'est de revenir à des directives ciblées. J'aimerais faire un petit rappel dans le temps, et on en est venu aux directives sectorielles justement à la demande des promoteurs qui trouvaient que nos fameuses directives ciblées, ça prenait un temps fou à sortir. Et comme, il ne faut pas se le cacher, on est dans un contexte où on nous demande, nous, aux autorités, de réduire nos délais d'analyse, le retour à une directive ciblée, ça ne me semble pas tellement gagnant. Et j'ajouterais qu'ici, dans la salle, on a très peu abordé les procédures le régime de protection de l'environnement qui prend place au nord du 49e parallèle. Mais
il existe ce régime-là. Il n'a pas l'air d'intéresser grand monde, mais il existe et c'est un régime où on fait des directives ciblées. Et ce n'est pas, je peux vous jurer que la directive ciblée n'est pas garante d'une qualité impeccable au niveau de l'étude d'impact, ce qui, selon moi, je vais être excessivement trivial, mais ce qui garantit une bonne étude d'impact, c'est le montant que le promoteur y met pour la réaliser. C'est beaucoup, ça part de là, parce que je pense qu'on a un corpus de spécialistes ici au Québec qui font du très bon travail. Mais pour le faire, il faut qu'ils soient financés. Bon, les ressources, on y revient. Hein? On y arrive. Monsieur Comtois, alors est-ce que vous avez un bilan, aussi complet que Mme Paul, sûrement? Peut-être pas aussi complet, mais j'aimerais peut-être me concentrer sur quelques points où je pense qu'il serait assez facile de mettre en place des mesures pour améliorer l'ensemble du processus. Le premier élément, c'est peut-être quelque chose qui me tient à cœur depuis au moins 10 ou 15 ans au sein de l'association. C'est la question des bilans environnementaux. C'est ça, les suivis environnementaux. Et le fait qu'il faille absolument les rendre publics. Et ça, il me semble que ça serait tout à fait facile à réaliser. Il suffirait pour le ministère de l'Environnement de mettre en place un site web et de mettre dans les directives ou dans les conditions de CA que les rapports de suivi seront déposés au ministère sur leur site qui est dédié à cette fin. Il me semble que ça serait une très bonne amélioration. Tout le monde pourrait avoir accès à cette information. Et en même temps, du côté de l'association, on avait essayé à un moment donné de le faire, mais d'une façon volontaire. D'une façon volontaire, ça ne se fera pas. Et je pense qu'il faut absolument qu'on rende cette information-là publique. Pour moi, lorsqu'on donne un décret ou un CA à une entreprise pour faire un projet, je considère que ce projet-là devient un peu un projet pilote pour la société québécoise et on est en droit de pouvoir en ressortir tous les enseignements possibles. Donc, diffuser largement, rendre accessibles immédiatement les suivis environnementaux. Mais hier, des gens en atelier disaient qu'on pourrait rendre tout accessible, c'est-à-dire qu'à toutes les étapes du projet, les documents soumis au ministère pourraient eux aussi faire partie d'une sorte de dossier complet pour chacun des projets et que tout devrait être accessible. Oui, bien, je me méfie toujours du tout, là. C'est pas toujours pertinent, puis c'est pas toujours non plus valable. Il faut d'une part que les documents soient définitifs. Si on est en train de parler de documents de travail, il ne faut pas les publier avant qu'ils soient définitifs. Il faut qu'ils soient compréhensibles aussi, là? Oui, bien sûr. Et aussi, j'irais, ça sera un peu plus dur à mettre en place, mais juste un mot sur les bilans environnementaux. Au sein de l'Association internationale pour les grands barrages, on a essayé de recueillir de l'information sur les bilans environnementaux post-projet sur les grands projets hydroélectriques. Mis à part l'excellent travail qui a été fait par Hydro-Québec sur le complexe Lagrange, à travers la centaine de pays qui est membre de l'association, il y a un seul autre projet qui a fait l'objet, à notre connaissance, d'un bilan environnemental. Et je trouve ça déplorable parce que, encore là, on ne peut pas bénéficier des améliorations qu'on pourrait avoir sur ces projets-là. D'autres observations? Oui. Au moins une autre, c'est concernant les processus fédéraux et provinciaux. Oui. C'est dommage qu'on en ait deux, mais je pense que c'est à peu près inévitable compte tenu des préoccupations fédérales versus les préoccupations provinciales et ça sera toujours extrêmement difficile de joindre les deux. Par contre, il y aurait peut-être des petites choses qui pourraient être améliorées pour prendre le meilleur des deux mondes. Entre autres, par exemple,
je suis tout à fait d'accord avec Mme Paul, qu'il est beaucoup plus important d'avoir une directive générique tôt dans le projet que d'avoir une directive plus ciblée, mais qui va prendre 6 mois. Et ça, je pense que de ce côté-là, le provincial fait un très bon travail. Côté fédéral, il y a peut-être un petit peu d'abus sur la consultation. Comme quelqu'un disait hier à une table de l'atelier, je pense qu'il serait très possible du côté fédéral, au lieu de faire 2 périodes de consultation, une sur la description du projet et une sur la directive préliminaire, bien, de grouper les deux et de publier en même temps la directive de projet et c'est-à-dire la directive préliminaire et la description de projet, et que les gens réagissent à ces 2 documents-là en même temps. On va, si vous le poursuivez, vous allez avoir l'occasion de revenir. Parce que là, M. Pelletier, écoutez, M. Pelletier attend son tour depuis tantôt. Alors vous, le formateur, j'imagine que... Hein? Oui. Ben, on a parlé de beaucoup d'irritants. On a parlé de rigidité, de perte de crédibilité, de faiblesse, exact. On manque d'intégration verticale. Et ça a amené à la position du ministère de dire on se lance dans une approche de modernisation. Et ça, c'est... Oui, donc il y a une écoute du côté du ministère, en tout cas théoriquement, dire on veut moderniser. Et dans l'atelier où j'étais hier, l'écho qui a suivi, c'est oui, mais ne le faites pas seul à Québec. Faites-le avec les intervenants et faites-le surtout avec les praticiens. Et ça, c'est un élément que j'ai retenu. Ce qui amène à... Il y a deux éléments de la procédure des études qui ont été soulevés de façon plus importante dans ma tête, c'est l'étape cadrage. Y a-t-il lieu de faire de l'étape cadrage, de la formaliser, et qu'à la fin de l'étape cadrage, il y ait un livrable, et que ce livrable serve à bonifier, dans le fond, la directive. Et l'autre élément, c'est le suivi. Suivi, les mots-clés que j'ai retenus, c'est pertinence, flexibilité, diffusion. Et il y a un élément associé à ça qui a été sorti hier, et je dirais que majoritairement dans l'atelier où j'étais, oui à la formation des praticiens, oui à la formation continue. Et ça, il y a eu, je pense en tout cas, qu'il n'y a pas eu de voix discordante à l'égard de cette question-là. Formation, comment décoder les enjeux, comment les interpréter, comment utiliser les écosystèmes naturels, les écosystèmes sociaux. Dans le fond, formation sur comment passer du descriptif à l'analyse et à la synthèse. Et le dernier élément que j'ai retenu, c'est dans le fond tout ce qui tournait autour de consultation, information, partage de données. Et on est dans une mouvance drôlement intéressante. Puis là, ceux qui ont mon âge se souviendront qu'on parlait au début de l'information du public, hein? Et on est maintenant en train de parler non plus d'information, de consultation, de partage de données, de partage à la gouvernance, de comité de suivi. Et je pense que le fait de parler de comité de partenaires, on est déjà une étape plus loin. Et ça, ce sont des axes, des avenues de réflexion que l'association devrait prendre et s'en faire un plan d'action en espérant qu'avec le ministère, on puisse marcher main dans la main, parce que je pense que les praticiens veulent aller plus loin. Merci, M. Pelletier. Merci alors pour ces premiers tours. Il y a des gens qui sont bien d'accord avec tout ce que vous venez de dire. Mais maintenant, j'ai envie de vous relancer les mêmes questions. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, comme participant aux ateliers et au congrès depuis hier matin, comme mesure d'amélioration? Moderniser, mais comment? Évidemment, il y a des avis qui, sans être divergents, peuvent sembler aussi contradictoires. Je pense que sur les critiques, sur le manque de souplesse, parfois le manque de flexibilité, tout ça est partagé. Beaucoup de gens soulignent les limites des approches des études par projet et par composante plutôt, et aimeraient des approches plus globales qui aillent sur les enjeux. Alors, ça vous amène à quoi? Qu'est-ce que vous retenez comme mesure intéressante pour aller dans le sens que vous trouvez le plus important?
Je vois que vous n'aviez pas fini de dire tout ce que vous avez à dire. Je peux vous redonner la parole tout de suite, mais j'aimerais vraiment qu'on entende le plus de gens possible à ce moment-ci. Et pour cette dernière plénière, vous étiez en atelier aussi, vous avez entendu tout ce qui a été suggéré. Ça revenait souvent vraiment à des choses qui se ressemblaient beaucoup, que ce soit en termes d'innovation ou de participation. Alors, lesquelles de ces mesures-là vous ont frappé comme des propositions intéressantes? Voilà, qui va se lancer? Grande question? Oui? Oui? Mais oui. J'aimerais juste mentionner, c'est pas en rapport à ce que vous venez de parler, mais je me suis sentie interpellée ce matin, Mme Gélina, est-ce qu'elle est là? Quand on dit que les études d'impact n'ont pas évolué, j'ai de la misère à croire ça parce que je regarde juste dans l'éolien, la première étude d'impact en 2004 versus ce qu'on fait aujourd'hui en 2014. D'où Jésus que ça a évolué et que ça s'est bonifié. Donc, j'ai un peu de misère à... Faut pas... on dit jeter le bébé avec l'eau, puis tout le kit, là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, je pense que on s'améliore. On est prêt, justement, nous, on est là présents comme promoteurs, donc on est prêt à entendre puis à bonifier ce qu'on fait comme étude d'impact, ce qu'on fait comme suivi. Mais je voudrais qu'on fasse attention puis qu'on ne parte pas d'ici en se disant qu'une étude d'impact, c'est un ramassis de n'importe quoi. Ouais. Fait que ça, je tenais à le préciser. D'accord, voilà, merci. Alors, vous ne voulez pas qu'on s'auto-flagelle collectivement, là? Il faut reconnaître les bons coups, mais je pense que Mme Gélina admettait ou disait elle-même que du côté des promoteurs, en tout cas, il y avait une grande amélioration dans l'acquisition de connaissances. Oui, M. Boulanger. Bonjour. Oh, tu venais de mon nom, c'est bon. François Boulanger, deux points. Un point par rapport à oui. Les consultations qu'on dit au niveau fédéral qu'on a fait beaucoup, peut-être trop. Il faut bien comprendre le pourquoi de la première consultation sur la décision de projet, c'est d'identifier est-ce qu'on va aller en évaluation environnementale. Est-ce qu'il y a des enjeux fédéraux qu'on doit considérer? Et si la réponse c'est non, on arrête ça là. Ouais. Donc, je pense que c'est une consultation importante. La deuxième consultation, c'est une ligne directrice. On parle tantôt, vous avez dit qu'il ne faut pas regarder trop large, il faut se rendre, viser les enjeux. La consultation, c'est une directrice, puis l'autre consultation permet justement de cibler les enjeux et de dire l'évaluation environnementale ne va pas porter sur ça, elle va porter sur ça. Et tout au long du processus, on va se concentrer uniquement sur ces enjeux-là, parce que c'est des enjeux qu'on a identifiés et que la population nous a dit, et les Autochtones, qui étaient des enjeux importants. Donc, je pense que c'est important, ce type d'approche-là, puis ça s'aligne pas mal dans ce qu'on disait. Mm-hmm. Un autre point, c'est la question de communication. Tout au cours de l'atelier, on a parlé de communication. Une chose qui m'a beaucoup surprise, c'est qu'on n'a pas parlé de Twitter, Facebook. Oui, je parlais tantôt, Mme Gélina parlait de comité. Si on regarde les nouveaux moyens de communication, et le moyen de participation des gens, il faut regarder les nouvelles façons de faire. Et, par exemple, les comités de suivi, même sur des grandes distances pour les communautés dont parlait M. Panet, je crois, pourraient utiliser des moyens technologiques plus avancés. YouTube, Skype, Facebook, Twitter, name it. Soyons... en théorie, là, pour économiser les coûts. Il faut passer au nouveau monde. Il faut passer dans le nouveau monde. Oui, parfait. Ça va, merci pour ce commentaire. Vous aviez une question ou un commentaire? Non? Qui d'autre? J'ai vu quelqu'un d'autre. Oui, monsieur. Oui. Alors, écoutez, non, je vais aller. Vous êtes tout près de moi. Puis, avez-vous quelqu'un qui voulait aussi s'exprimer? Vous allez vous déplacer là-bas, Myriam. Merci. Oui. Bonjour. Marie-Hélène Léger. En fait, ma question, on parle beaucoup de changements en ce moment au niveau des études d'impact. Et puis, je sais que pour quelques consultants, on a toujours un peu la crainte que notre étude ne soit pas acceptée. Donc, c'est pour ça que souvent, on va y aller avec ce qui s'est déjà fait. On y va un peu avec la certitude de ce qui a été déjà approuvé. Donc, si, en sortant de ce merveilleux congrès, en passant, la semaine prochaine, je refais un peu et je revois mes études d'impact, j'y vais avec des approches écosystémiques selon les enjeux. Est-ce que, lorsque ça va arriver au niveau décisionnel, ils sont déjà ouverts à ce changement-là? Est-ce qu'on peut peut-être se faire retourner les études en disant hey, c'est pas peut-être aussi conventionnel qu'on est habitué, il manque des éléments. Donc, au niveau, même si on veut nous changer, est-ce que cette ouverture-là est déjà rendue au niveau des ministères? Ah, quelle bonne question! Je pense qu'elle s'adresse à Mme Paul. J'ai l'impression. Je dirais que la clé du succès pour Madame, c'est très intéressant, l'innovation. Et si on va vers une innovation, c'est de ne pas prendre les gens par surprise. Donc, dans l'élaboration de l'étude d'impact, ce qu'on a mentionné à plusieurs reprises, là, de travail étroit avec l'analyste, avec les experts du ministère, s'impose d'autant plus si vous, effectivement, changez la recette. Je pense que la clé du succès, elle est là. Pour aller vers une approche territoriale, par exemple, une approche plus large, ça a été aussi suggéré. Oui.
vous voulez compléter? Parfait. Alors voilà, Jean-Yves s'approche de vous. Et ensuite, on va entendre monsieur. Sur la même bonjour. idée, donc, allez-y. Oui, c'est en fait... Vous êtes monsieur? Michel Bérubé, Hydro-Québec Environnement. Je voudrais compléter, parce que, bon, Mireille était très impliquée dans l'analyse du projet Romaine. Puis effectivement, dans le projet Romaine, il y a eu une approche écosystémique pour le milieu aquatique. Hier, Mme Fecteau m'avait posé la question après la présentation. J'avais omis de parler de cette approche-là. Mais effectivement, on a fait une analyse écosystémique du milieu aquatique. Au lieu de faire des analyses d'impact par espèce ou par groupe d'espèces, on a posé 4 questions fondamentales, à part le saumon, évidemment, qu'on a retiré comme étant une espèce, un enjeu en soi. Mais on a posé 4 questions écosystémiques. Est-ce que la productivité aquatique va rester la même avant et après? Première déclaration d'impact. Est-ce que la composition, est-ce que l'abondance relative des espèces, autrement dit, la communauté de poissons va changer? La réponse était oui, donc un impact significatif de ce côté-là. Est-ce que la libre circulation des poissons va être maintenue? Et là, c'est une analyse assez complexe sur combien de kilomètres de tributaires sont accessibles à partir du plan d'eau principal, avant et après, etc. Donc, vous voyez, il y avait vraiment une approche écosystémique qui était tentée pour la première fois, par opposition à des composantes valorisées de l'environnement. Et effectivement, le ministère a eu une grande ouverture vis-à-vis de cette approche-là. Et c'était une méta-analyse, si vous voulez. Alors, il y a moyen d'amener des innovations progressivement de cette façon-là dans des projets. C'est une innovation qui est passée un peu inaperçue parce que, bon, il n'y a pas beaucoup de monde qui lit les études d'impact, peut-être juste Mireille qui l'a lu au complet, mais enfin... Merci. Merci du commentaire. Monsieur Ponnet, on vous écoute. Oui. Simplement pour amener peut-être un autre point de vue, d'une autre direction, là. Souvent, là, moi j'ai eu la chance d'être des deux côtés, du côté d'être promoteur de projet, puis du côté qui analyse aussi. Puis ce qui m'a surpris là, quand j'étais du côté des promoteurs, quand on vient à la haute direction, on parle de gros projets. Quand on parle quand on parle des questions environnementales, là, ça, j'ai entendu ça souvent. Il faut qu'on aille chercher les permis d'environnement. Les permis, ça fait que l'étude d'impact est souvent perçue comme un permis à aller chercher. Alors, puis c'est pour ça que dans les grosses corporations, souvent, les directeurs d'environnement, ce sont des avocats parce qu'il y a une loi puis il y a un permis. Alors que ça devrait être une démarche environnementale qui est tout au cours du projet. Et puis, que ce soit l'implication sociale, tout ça, moi, je pense que les études d'impact sont bonnes. Puis l'étude d'impact, ça devrait être l'examen. Quand on reçoit la directive, le travail préparatoire au niveau de la préparation du projet, alors que pour l'instant, c'est en train de changer. On le voit, il y a quand même des compagnies qui l'intègrent, mais c'est là qu'il y a le problème, parce que quand l'environnement arrive, ils disent, il y a des délais, il y a des coûts. Alors qu'on regarde souvent la faisabilité technique d'un projet, on regarde la faisabilité économique, mais tout l'aspect environnemental, social n'est pas intégré. n'est pas intégré. Ce que Mme Gélina déplorait aussi. Puis c'est ça qui cause le problème, c'est que c'est vu comme une contrainte. Et puis, moi, dernièrement, j'ai reçu le rapport d'une minière. Ils nous ont montré qu'ils avaient obtenu 70 permis durant l'année. Mais tu sais, c'est pas les 70 permis, c'est que chaque fois qu'ils faisaient des choses, il fallait qu'ils regardent l'environnement. Oui. Mais là, c'est devenu une contrainte pour eux, alors que ça devrait être intégré. C'est ça. Ça rappelle le propos de Mme Gélina disant les vrais changements, les vraies innovations, c'est peut-être pas du côté des changements législatifs ou réglementaires qu'il faut les attendre, c'est plutôt du côté de la sensibilisation et de la responsabilisation de tous les acteurs, des communautés, des promoteurs, des praticiens qu'on doit, c'est peut-être là-dessus qu'on doit miser un peu plus. Alors, qui d'autre veut enchaîner avec... oui, M. Eppel? C'est beau. Au sujet de la directive, ce que Mme Paul disait tout à l'heure, c'est-à-dire que de cibler les enjeux, c'est comme si c'est... en tout cas, l'idée, c'est que, oui, il y a 20 ans, on a pris une décision d'aller vers des directives sectorielles bien précises, ciblées en guillemets. Mais l'idée, là, c'est pas de faire disparaître ces directives-là par catégorie de projet. C'est de le recibler après. Parce que là, on nous le présente souvent comme un checklist de choses qu'il faut passer au travers. Vous n'avez pas traité. Pourtant, c'était dans la directive. Non, regarde, ça n'a pas de bon sens.
Après ça, c'est là que je rejoins aussi M. Panet en arrière. L'exercice de la pratique en évaluation environnementale, il faut qu'elle transparaisse dans la réalisation de la démarche d'évaluation environnementale. C'est que là, moi, je reviens, puis ça va être, je le dis à tout le monde, ça va être mon dossier pour les prochaines années. C'est la question de certification environnementale, des praticiens en évaluation environnementale. C'est que là, nous autres, on voit de plus en plus d'appels d'offres qui sont publiés où on demande des ingénieurs comme directeurs d'évaluation environnementale. On se fait appeler dans nos firmes, puis on demande de parler à notre patron ingénieur. On veut que le directeur de projet soit un ingénieur. C'est quoi leur qualification? Leur qualification, c'est l'Ordre des ingénieurs du Québec. Okay? Moi, je parle de certification des praticiens qui sont majoritairement des biologistes, des géographes, d'autres que j'ai ciblés hier. C'est ça qui est l'enjeu. L'enjeu est que en ce moment, il y a peut-être 5% d'ingénieurs dans la salle, puis dans 5 ans, il va peut-être en avoir 50%. Excusez, mais c'est comme ça Merci beaucoup, M. Eppel. Alors, est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus, sur l'idée de certification? Moi, je ne l'ai pas entendu, en tout cas dans l'atelier auquel j'ai assisté. Oui, attendez, M. peut-être Goupil, qui demande la parole. Oui. Oui, je voudrais rien qu'intervenir sur le point de la personne, de Serge Achini-Goupil. Si on parle éventuellement de certification, il va falloir déterminer, comme je mentionnais hier, la question des experts des Premières Nations. Ouais. Et nous, on doit déterminer c'est qui ces experts-là. C'est nous à les reconnaître et trouver des critères qui disent qu'un aîné qui a tué ou qui a prélevé 500 caribous dans sa vie, puis qui a une connaissance de son nom, de la façon qu'il interprète le territoire. Mais il va falloir qu'on ait peut-être ce débat-là conjointement, parce que dans les hélicoptères d'Hydro-Québec ou dans les hélicoptères des équipes de recherche, on pense que dans les prochaines années, le design des recherches va être redéfini et il va y avoir des gens qui vont capter le caribou, que ça va être des Inuits qui vont être les gens qui vont prendre le fusil de captation, là, oui. Et aussi qui vont avoir le droit de dire à l'hélicoptère, tu arrêtes, j'aime pas la façon que tu interviens, on trouve que c'est pas la bonne façon, donc est-ce que là, il va falloir avoir un débat sur le droit de décider ces choses-là. Donc, il y a cet enjeu-là. Et aussi de permettre à former nos jeunes dans les communautés aussi dans le futur. À jouer ce rôle-là, puis à avoir la reconnaissance officielle aussi pour le faire, si on parle de ça. Ça a été mentionné, je pense, par M. Gay ce matin, à quel point les prévisions, les observations des elders, dans le cas, je pense que c'est ça, avaient été exactes à 90%. Il y avait donc amélioré sensiblement. Est-ce que je me trompe? C'est bien ça? Donc, la description, le portrait. Oui, M. Bérubé? Là-dessus aussi? Oui, pour revenir sur la question de l'accréditation. Êtes-vous ingénieur, vous? Non, je ne suis pas ingénieur. Je ne passerai pas de remarques. Mais non, peut-être pour rassurer un peu M. Eppel, pour ce sujet-là d'accréditation, quand même à Hydro-Québec, il y a ce qu'on appelle la qualification des firmes. Alors, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'il y a différents marchés en environnement et le marché des études d'impact, et ce qu'on appelle un groupe de marché est identifié. Et pour faire des études d'impact en ligne, pour faire des études d'impact en centrale, ça prend des équipes minimales avec certaines qualifications. Et tout ça est établi. Donc, pour qu'une firme fasse une étude d'impact pour Hydro-Québec dans un domaine particulier, elle doit avoir une qualification, elle doit se qualifier. Et nous, on ne demande pas d'ingénieur comme directeur de projet. Donc, il y a quand même quelque chose qui existe de ce côté-là. Oui, bon. Écoutez, on a un formateur accrédité ici. Est-ce que ça devrait aller, la formation continue pour laquelle vous plaidez, de tous les praticiens, aller jusqu'à la certification? Monsieur Pelletier. Personnellement, non. Je ne suis pas en faveur de la certification, puis je ne suis pas ingénieur. Non, mais je pense qu'il y a une responsabilité des praticiens de garder, de se perfectionner, de s'assurer qu'ils sont dans une mise à jour continue. Et je sais, pour avoir vécu le monde de la consultation pendant presque 30 ans, que le rythme de vie en consultation ne prédispose pas à la formation continue parce qu'on est dans un milieu de production. Et donc, il y a peut-être une mécanique à mettre en place où je pense que l'association aurait un rôle à jouer avec les principaux employeurs, avec tout le monde, pour le convaincre, et je pense que ça viendrait naturellement.
Il y a un autre élément que je vais ajouter qui me fatigue un peu, c'est la question de la directive. La période entre le dépôt de l'avis de projet et l'émission officielle de la directive, on l'a entendu hier, c'est clair, c'est une période de discussion. Et il ne faut pas voir les gens du ministère comme des gens qui sont de l'autre côté puis qui vont nous sanctionner. Je pense qu'il faut les voir comme un des partenaires. Et dans ce sens-là, on a tout le monde à cœur d'améliorer. Et la directive, dans le fond, c'est qu'un résultat, mais ce résultat, on peut, en cours de route, avant qu'elle ne soit émise officiellement, on peut la revoir, la discuter. Et ça, c'est un des bienfaits de notre système. Donc, vous ne voulez pas le changer à ce point-là, à première vue? Le système, d'après vous, marche assez bien, n'a pas besoin de remaniement majeur? Je pense que l'idée, en tout cas, de faire du cadrage pour raffiner les enjeux et raffiner les outils pourrait mener à une directive version 2, version 3, et ça serait positif. Est-ce qu'il faut le faire dans un contexte légal? Peut-être qu'on peut d'abord l'essayer avec une certaine souplesse avant de légaliser cette formalisation. Oui, M. Comtois, là-dessus, avez-vous autre chose à dire? Bien, peut-être juste sur la question d'accréditation, ça m'apparaît très difficilement réalisable, compte tenu que pour faire une étude d'impact, si on commence à partir du milieu physique, en passant par le milieu biologique jusqu'au milieu social, il y a peut-être 30 corps de professionnels qui vont intervenir. Alors, comment arriver à une certification, ça m'apparaît assez difficile. Par rapport, pour ce qui est de la directive, la majorité des firmes de consultants, quant à moi, pourraient très bien se passer de la directive parce qu'on sait pas mal à quoi on va avoir affaire éventuellement pour discuter avec le ministère. Et de toute façon, la directive, quand bien même on voudra la faire la plus spécifique possible, actuellement, il y a toujours une phrase qui dit que voici ce qu'on aimerait voir dans l'étude d'impact et le ministre se réserve le droit de demander n'importe quoi d'autre. Donc, cette phrase-là restera pareille dans les directives spécifiques, ce qui fait que je ne vois pas trop l'utilité. Voilà, d'autres commentaires là-dessus. C'est sûr qu'on joue sur un terrain ultimement politique, j'imagine, en tout cas pour la plupart des projets, oui. Moi, j'aimerais qu'on parte dans une autre direction. Hier, il était question d'alléger les études d'impact. Je pense que d'un point de vue citoyen, c'est extrêmement important parce que si on veut une participation citoyenne, il faut arriver à offrir un produit qui est quand même intéressant pour les citoyens. Et j'ai fait le tour dans mon équipe et des gens ont participé à l'autre atelier parce que j'étais à celui de la participation citoyenne. Et il y a eu une idée qui a été lancée de faire un guide des bonnes pratiques parce que souvent dans les études d'impact, dans les différents projets, il y a des impacts qui se recoupent. Hein, quand on parle de routage, poussière, arrosage des routes, il y a des choses qui sont déjà connues. Et peut-être que ce serait un moyen d'alléger les études d'impact et de les rendre un peu plus accessibles aux citoyens. On a parlé aussi, il y a eu plusieurs outils suggérés comme ça, hein, le guide de bonnes pratiques, mais aussi d'utiliser davantage des outils technologiques interactifs, pas uniquement pour donner l'information aux citoyens, mais pour leur permettre de réagir et d'amener des contenus, des suggestions, des modélisations. Ça se fait déjà sans doute, mais d'aller encore plus loin pour exploiter ces outils-là, entre autres. Voilà, merci. Qui veut continuer de réagir? Je reviens. Oui, allez-y, Jean-Yves. Oui, madame. Bonjour, Céline Lachapelle, l'Agence canadienne d'évaluation environnementale. Je suis responsable du comité de travail-formation, qui est un axe stratégique de la QEI. Et il y a Daniel Cloutier de l'Université Laval qui est sur le comité, puis également Pierre-Olivier Côté du groupe Synergie. Pourquoi j'interviens? C'est que, on a parlé de formation. Donc, le rôle du comité de travail-formation, c'est justement d'essayer d'offrir au moins 1 à 2 formations annuelles aux membres de la QEI. On en a eu une formation cette semaine, juste avant le début du congrès, sur la législation fédérale. On aimerait peut-être, durant l'année, offrir une formation technique qui pourrait convenir à certains d'entre vous. Donc, mon intervention vise tout simplement à vous inviter à nous envoyer vos suggestions
commentaires qui pourraient bonifier finalement le travail de notre comité et vous offrir des formations dans les prochaines années qui vous conviendraient. Donc, je vous invite à nous en faire part via le courriel de Françoise. Je pense que... Françoise Mondor. Françoise Mondor. Je vous invite à le faire. Par l'association. Voilà. Parfait. Merci beaucoup, Madame Lachapelle, de cette suggestion. Oui, allez-y, Madame. Moi, je vous remercie pour... Voulez-vous vous identifier aussi? Moi, c'est Mariam Diallo, étudiante à l'UQAM au programme de doctorat en sciences de l'environnement. Moi, c'est juste une recommandation que je vais faire au niveau de l'association, vraiment de penser sur les pays en voie de développement, parce que la participation publique au niveau des EIE, ça existe déjà presque dans la plupart des pays africains, mais sauf que des fois ce n'est pas facile. Politiquement, il y a des difficultés si un projet n'est pas tellement soutenu, et que l'association puisse vraiment aider ces pays-là vraiment à intégrer la participation publique dans le processus DIE. Il y a déjà eu un état des lieux de la participation publique au niveau de la sous-région ouest africaine. Il y a un document qui est déjà publié. Je ne sais pas si c'est les Pierre-André avec les Karim Samoura. Déjà, ce document même est sur le site Internet. Il y a déjà un état des lieux. Donc, l'association peut soutenir encore toujours ces pays de telle sorte que la population s'implique davantage dans les processus d'EIE. Donc, moi, je pense que c'est une manière d'améliorer vraiment l'implication de la population. Puisque les EIS, c'est déjà, ça commence à naître, mais je sais que c'est loin encore. Mais ce qui existe déjà, vraiment, il faudrait qu'on essaye d'arriver au même niveau, pas même au niveau que vous, mais la plupart des experts qui sont là, ils évoluent sur le terrain. Où? Mais c'est en Afrique. Oui, en Afrique. Donc, vraiment, transmettre ce qui se passe. Donc, il y aura un transfert de connaissances. Une vision holistique des EIE. Alors, pour aller plus loin dans ce transfert de connaissances, voilà, que le modèle québécois, même s'il n'est pas parfait, puisse aussi servir. J'imagine que ça se fait déjà dans le cadre de la francophonie, ce type d'échange, et le rôle de l'association. Là aussi, Mme Fecteau a peut-être des choses à dire là-dessus. Je ne sais pas. Monsieur Côté, est-ce que vous voulez ajouter peut-être? C'est dans la mission. Ah bon, pardon. Je vais l'avoir. On a 3 micros, écoutez. Non, c'est dans la mission du secrétariat d'effectivement faire du renforcement des capacités au sein des pays de la francophonie, et plusieurs de nos activités se déroulent justement dans les pays africains, et on participe aussi à la publication de différents ouvrages sur différentes questions incluant sur la participation du public. Et je me suis donné comme objectif aussi, ayant été membre du conseil d'administration de l'AQI pendant plusieurs années, de encore rapprocher davantage nos deux organisations, de manière à ce que ce qui se discute ici transpire du côté des pays membres de la francophonie et l'inverse. Et c'est pour ça que, d'ailleurs, en fait, c'est presque un alignement des planètes, parce que le thème du colloque du CIFE à Bruxelles porte essentiellement sur les mêmes questions qui sont discutées ici. Alors, on va essayer de prendre ce qui se dit ici et de l'amener à Bruxelles et vice-versa. Alors donc, c'est vraiment cohérent avec ce qu'on fait déjà. Voilà. En tout cas, le message, là aussi, est passé aux praticiens et formateurs et gens intéressés parmi vous. Alors, d'autres suggestions, d'autres observations sur ce que vous avez entendu, toujours dans l'optique des pistes de solutions, des moyens les plus à la fois réalistes, efficaces, intéressants d'améliorer ce modèle québécois. On aurait une question. Une question ou... Oui, allez-y, monsieur. Vous êtes monsieur? Louis Simard, de l'Université d'Ottawa. Ça fait plusieurs congrès auxquels j'assiste, et un peu dans l'idée de faire une synthèse puis de faire le lien avec les autres auxquels j'ai pu voir d'avoir la même passion, le même engagement, la même détermination. À chaque fois, je suis impressionné par les idées et les débats que ça suscite.
Mais ce que j'ai pu voir dans les 2 journées, si j'essaie de vraiment simplifier, c'est comme 2 tensions qui sont là. Puis je trouve qu'hier, de diviser le groupe en 2, ça faisait se séparer ces 2 tensions-là. D'un côté, les membres qui veulent simplifier les choses, qui veulent moderniser les choses, qui veulent plus de pertinence, aller plus vite, être plus efficace. Puis de l'autre côté, il y a ceux qui parlent de participation publique, qui parlent de transparence, qui parlent de reddition de comptes. Hein? Puis je me disais, dans le fond, est-ce qu'on ne trouverait pas dans ce 2e groupe, ceux qui s'intéressent à la participation publique, une solution pour ceux du 1er groupe? C'est-à-dire se baser vraiment sur la participation publique comme principe fondamental pour alléger, mais surtout pour identifier qu'est-ce qu'on veut dire par pertinence? Parce que ça se discute, ça. Qu'est-ce qu'on veut dire par optimisation? Ça se discute, ça. Moi, je suis sociologue. Ces concepts-là m'intéressent beaucoup parce que je me dis, derrière, il y a plein de choses. Puis peut-être pas les mêmes choses. Donc après, il y a des questions importantes de formalisation, de neutralité, d'échelle. Hein? À quelle échelle on fait ça au niveau du territoire? Mais au départ, je trouve que c'est... une attente, une tension d'alléger, de simplifier, de moderniser, appelons-le. Et je pense que la solution, elle est dans la consultation publique, dans la participation des citoyens. Donc, de le voir comme une solution et non pas de voir ça comme quelque chose qu'on va rajouter, qui va être encore plus long. Parce qu'une tension, dans une société, des tensions, c'est pas forcément des conflits, hein? C'est vraiment, c'est ça. C'est prometteur, ça peut tout à fait produire ça. Et vous dites que la voie, au fond, c'est de miser encore plus et d'améliorer les processus de consultation citoyenne. Et ça a été relevé, en fait, parmi à peu près tous les intervenants, d'aller plutôt en amont des projets, que ce soit le scoping. Enfin, il y a toutes sortes d'interventions autour de tout ça. Alors, oui. Bonjour, Sylvie Mondor. Madame Mondor, allez-y. Bureau d'audience publique sur l'environnement. Je voudrais réagir un peu sur les derniers propos. Bien évidemment, quand les citoyens arrivent en audience, ils nous disent qu'ils ne se reconnaissent pas du tout dans les études d'impact, qu'ils ont l'impression qu'on parle d'un milieu qu'ils ne connaissent pas. Moi, ça m'interpelle énormément. J'ai l'impression que quelque part, on a peut-être passé à côté d'une des 2 cibles majeures. La première étant bien évidemment de faire une étude qui corresponde au fait de démontrer qu'on respecte la réglementation en place. Et il y a un aspect normatif à ça. Et on n'enlève pas le crédit à ça, c'est très important. Mais il y a aussi le besoin de réponse au niveau du citoyen. Et quand le citoyen qui est chasseur dans son coin de pays essaie de regarder si moindrement l'orignal va avoir effectivement un impact sur... il va en avoir encore, s'il va être encore capable d'aller chasser, il ne cherche pas à savoir si l'impact va être court d'une portée moyenne dans un territoire restreint avec... Il veut juste savoir s'il va en avoir encore ou pas. Y a-t-il moyen de rendre ça du geste? Ça pourrait être quand même très intéressant au niveau des audiences publiques. Oui, mais là, vous parlez, au-delà de la forme, il faut avoir conçu les études pour pouvoir répondre à ces questions-là. J'imagine, c'est dans la conception même de la démarche qu'il faut modifier des choses. C'est pas uniquement dans la formulation, dans la synthèse, dans la façon d'écrire les rapports. Oui, mais d'avoir simplement une préoccupation vis-à-vis de comprendre quelle va être la question du citoyen. Bref, qu'est-ce qu'il veut savoir, lui? Il n'y a pas l'intention de savoir si moindrement l'habitat va être tronqué de 1 hectare ou pas. Il veut savoir s'il va rester de l'orignal. Les questions ne sont pas si complexes. Elles sont juste... En fait, elles sont très simples. Il faut simplement y répondre. Simplement. Clairement. Oui. Allez-y, oui, madame. Oui, Alexandra Boileau, Transfert Environnement et Société. En fait, j'écoute les commentaires de tout le monde à la suite du congrès, puis ma conclusion personnelle, c'était que notre défi, il était au niveau de la communication. Puis je pense que je rejoins pas mal de personnes en disant que ça se retrouve à 3 niveaux. Premièrement, entre les promoteurs, les consultants, les autorités. Quand on dit de maintenir un lien étroit, pour moi, c'est la normalité de maintenir un lien étroit dans le cours d'un projet entre ces différents intervenants-là. Mais là, vous nommez pas la population. Est-ce qu'elle est quelque part là-dedans? Ah oui? Comme 4e acteur? Dans un deuxième temps, entre les praticiens, on a nommé un panel phénoménal de solutions, d'innovation, de bonnes pratiques. Finalement, il faut juste les mettre en œuvre et les populariser, les communiquer, et que ça devienne la norme, que ça devienne un réflexe. Et finalement, dans un 3e temps, avec le public, le défi de la communication avec le public à tous les niveaux.
que ce soit l'information, la consultation, la concertation. À cet égard, Mme Gélinas a fait une présentation très intéressante tout à l'heure. Et très critique aussi. Et très critique, oui. Oui. Merci beaucoup. Alors, d'autres observations de synthèse, un peu comme celle-là, est-ce que vous le voyez dans les mêmes termes? Je vous invite à poursuivre, à y aller, ou si vous avez des questions. Oui? Quelqu'un? Oui, levez la main. Écoutez, levez-vous, peut-être, on va mieux vous voir. Oui. La salle est quand même assez grande. Voilà, on s'approche de vous. Vous allez là aussi vous nommer, peut-être? Oui, moi c'est Faiza Halel, je suis ingénieure en environnement. Oui. Je suis nouvellement membre de l'AQEI et je voudrais apporter une observation par rapport aux discussions qu'il y a eu hier et aujourd'hui. Le dialogue et l'interconnexion qui doit avoir lieu entre au cours d'un projet pour l'étude d'impact sur l'environnement, entre l'intérêt du public et l'intérêt social, peser le pour et le contre, que doit-on prôner. Toutes ces discussions, je trouve ça extraordinaire. Pour avoir eu une expérience dans les études d'impact sur l'environnement dans un pays autre que le Québec et le Canada, dans le Maghreb, notamment en Algérie, je trouve que ces discussions ont une grande importance parce que dans ces pays-là, ces discussions sont carrément absentes et lors de la réalisation de projets, ça mène à des conflits, croyez-moi, violents même parfois, qui freinent même la réalisation des projets. Je pense que c'est tout un art et pour rejoindre la personne qui a fait une intervention sur d'apporter un plus dans ces pays-là, je ne pourrais qu'approuver. Merci. Parfait, merci. Des conflits entre essentiellement la population et les promoteurs, des conflits violents parfois. Voilà. Oui, alors, voilà, on s'approche. On entend M. Waube. Jean-Philippe Waube. Une des choses qui m'a frappé de plusieurs des exposés, c'est qu'on a vu que dans l'évolution des idées et des pratiques, souvent, j'ai bien aimé quand il y a les conférenciers qui ont présenté des courbes temporelles. Et en fait, on se rend compte que ça prend 10-15 ans avant de modifier les choses. Et donc, notre procédure, elle commence à dater. Il faut éviter qu'elle se fossilise aussi. Donc, je pense qu'il est un peu normal qu'à un certain moment donné, on remette les choses sur la table. Et quand on a prévu la procédure québécoise, notamment, les études d'impact, c'était des études d'impact de projet. Et aujourd'hui, il y a quand même d'autres conférenciers l'ont mentionné, on est dans un système d'évaluation environnementale. On parle des données sur l'environnement, on parle des audits, on parle des évaluations stratégiques, on parle de la systématisation des études d'impact de projet, des suivis, que les suivis soient publics, que la participation soit intégrée, etc. On voit qu'on est dans un système qui a pris beaucoup d'ampleur. Et au fur et à mesure des connaissances aussi. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, tout ce genre de choses-là, moi, il me semble qu'on est à une période, même le fameux modèle du BAP, il faut remettre à plat les choses et dire, en fait, qu'est-ce qu'on veut? On veut protéger l'environnement, on veut travailler, on veut prendre des meilleures décisions, etc. Et est-ce que notre système répond encore à nos objectifs? On n'a pas vraiment fait une espèce d'analyse organisationnelle, on pourrait dire, de tout ça. Est-ce que ça livre la marchandise comme on veut? Et quand on fait ce genre d'évaluation-là, il y a des paramètres. Est-ce qu'on atteint l'objectif? Oui, c'est vrai, mais est-ce que les moyens pour l'atteindre sont les bons moyens? Parce que parfois, on met beaucoup de moyens et ça ne servait à rien, ou parfois on n'en met pas et on atteint l'objectif quand même par hasard. Donc, je veux dire, le concept d'évaluation permettrait de se repositionner pour un autre 40 ans à venir. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas être trop complaisant par rapport à ce qu'on est. En même temps, il ne faut pas non plus s'auto-flageller parce qu'on trouve toujours pire dans le monde entier pour dire on n'a pas de raison d'avoir totalement honte de notre système. D'ailleurs, nos consultants ici, ils font des affaires à l'international et leur expertise est reconnue. Donc, ça veut dire que c'est quand même pas si mal que ça non plus. Mais il y a toujours moyen d'améliorer et d'évaluer de façon rigoureuse et de modifier au fur et à mesure. Et donc, les colloques sont un peu là pour ça aussi, pour les nouvelles pistes, comment on peut améliorer, comment on peut remettre en cause.
Je pose une question. À un moment donné, il y a un choc. On change de structure. C'est-à-dire qu'il y a une limite à l'amélioration d'une organisation. À un moment donné, il faut revoir l'organisation un peu au complet. Je pense qu'au Québec, on serait dû pour faire ce genre de choses-là. Peut-être un exemple. Gardez le micro 2 secondes. Vous avez parlé du BAP, mais plusieurs personnes, quand même, ont fait allusion au mandat, au rôle du BAP, qui est un organisme neutre, ce qui, à première vue, donne une très grande crédibilité à ses rapports, à ses études. Est-ce qu'on doit étendre le rôle du BAP, d'après vous? Le remanier? Le rôle du BAP, j'ai déjà fait ici même une conférence d'ouverture au Colloque de Québec sur la question du BAP. Mais enfin, c'est un peu délicat, mais en même temps, on peut étendre. C'est sûr que la consultation, ça s'étend un peu partout. Après, est-ce qu'on doit la formaliser avec la même rigueur que celle qui intervient à la fin d'un projet? À toutes les étapes, c'est-à-dire parce qu'il y a quand même une déontologie, une procédure, etc., qui est quand même assez lourde, évidemment. Donc, à mon avis, il faut varier les formules, être novateur et ne pas nécessairement étendre un modèle à tout. En même temps, le BAP lui-même, je veux dire, il y a quand même, par exemple, une des choses qui me dérange profondément, c'est le modèle des rapports du BAP, qui a tendance à classer dans la section opinion tout ce dont on ne veut pas entendre parler, et puis, dans le sens de le classer là-dedans, parce que ça ne sert pas vraiment pour la décision, mais ça sert pour le contexte politique, et l'autre qui est le contexte des connaissances, qui sert à argumenter ce genre de choses-là, par exemple, qui fait que, bon, les gens... Le BAP, Michel Garriépieux avait dit un peu trop peu, trop tard, à un moment donné. Écoutez, je vous arrête, là. C'est pas l'essentiel du débat. Monsieur Goupil, merci beaucoup, Monsieur Wob. Monsieur Goupil? Je voudrais intervenir suite à la dame qui a eu des expériences en Algérie. J'ai eu un mandat dans les derniers mois sur une compagnie qui voulait entreprendre des relations d'affaires avec les Premières Nations ou rétablir son climat de confiance. Et on avait déterminé que dans les 15 dernières années, il y avait eu quelques événements de manifestation des droits autochtones envers un promoteur. Donc, Voices Bay en 96, Churchill Falls avec Hydro-Québec en 98, puis il y avait eu quelques événements par la suite. Puis, dans les 2-3 dernières années, il y a eu une quinzaine d'événements dans le milieu des Premières Nations, barrages de route, etc. Et c'était pas loin, dans certains cas, de violence. Donc, des gens qui ont même été interceptés par l'anti-émeute. Je me rappelle, à Maliotenam, il n'y a même pas un an. Donc, je veux rien que vous faire comprendre que je vous ai ouvert la porte hier à discuter d'un enjeu qui est la relation Premières Nations et Québécois. Et ça nuit à l'équilibre actuel au Québec. Et les promoteurs se posent des questions. Dans la salle, je sais qu'il y a des gens qui ont une expérience des relations entre Premières Nations et Québécois. Plusieurs en ont fait état, et des bons coups aussi. Exactement. Et dans ce point-là, je veux ramener ce que Mme Catherine Jourdain a mentionné, de travailler sur des études de cas, de proposer pourquoi les conditions qui ont été mises en place dans certains cas ont fonctionné, et aussi voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Je pense qu'il y a un enseignement à aller chercher ça, donc d'aller voir qu'est-ce qui a été fait dans le cas de Minarno et la communauté de Ouachat-Macmillan-Tenam. Il y a un processus qui est là, qui a été peut-être parfait ou imparfait, ça reste à évaluer, il n'est pas fini le processus. Il y a cet exercice-là. Mais il y a aussi la connaissance de l'autre. On doit mettre en place des nouveaux espaces entre nous, les Inuits, les Premières Nations et les Québécois. Mon collègue ici, Huron, dans sa communauté, il travaille à l'Institut de développement durable, donc je vous donne un site, iddpnql.ca. On a plusieurs documentations pour vous, en anglais et en français. Mais Alain me disait que dans sa communauté d'origine, il y a une équipe de 10, 15, 12, combien de personnes? Une douzaine de personnes qui, présentement, sont responsables des études d'impact dans leur territoire où ce que les promoteurs doivent obliger. Mais il a fallu qu'ils montent une expertise, il a fallu qu'il y ait de l'aide, il a fallu que... Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Mais il y a peut-être un exercice de mettre en place un comité d'experts, puis j'en vois des gens qui ont travaillé avec les Premières Nations, M. Comtois a travaillé, d'autres personnes, et de voir comment on peut trouver les succès, les histoires à succès. Identifier et se servir, pas de modèle applicable immédiatement, mais en fait de trucs qui pourraient être... Et la communication est très, très importante chez vous, mais chez nous, là, les rumeurs, là, j'ai l'habitude de parler des raquettes à l'Internet, du Towagin. Le Towagin, qui est un objet sacré, traditionnel, les chamans l'utilisaient pour interpréter les sons, mais
ne négligez pas la question de la communication chez les Premières Nations. Parfait. Merci, M. Goupil. Je pense que, voilà, c'est intéressant. Si des gens veulent, oui, il y a des gens qui voudront réagir à cela. En attendant, on entend M. Gauthier, je crois. Bon, excusez-moi, je reprends la parole, mais c'est la dernière fois, c'est promis. Moi, je viens, je pense, au congrès de la QEI depuis les débuts. On est rendu au 22e congrès. Je ne suis pas venu à tous les congrès, mais à chaque fois, je suis impressionné par le niveau de réflexivité, puis qui est vraiment de l'auto-réflexivité. Puis je trouve ça vraiment intéressant, puis particulièrement ce congrès-ci. Alors, bon, je nous lance des fleurs parce que j'en fais partie, mais je pense que, puis c'est pas toujours les mêmes personnes qui viennent et tout ça, mais il y a toujours un niveau de réflexivité extrêmement élevé qui moi, me réjouissent et je trouve que je postule qu'il y a des apprentissages qui sont faits de cette réflexivité-là. Je pense que c'est ce que disait un peu Jean-Philippe tout à l'heure. Mais je suis d'accord avec Jean-Philippe. Moi, comme observateur, je pense qu'on est dû pour une réflexion en profondeur sur notre cadre après 35 ans de pratique. Et c'est drôle qu'on parle souvent du BAP. Moi, je pense que c'est le cadre complet de l'évaluation environnementale qui doit être venu. Mais on porte souvent notre regard sur le BAP parce qu'on a peur d'y toucher. Hein? Et pourtant, on parle beaucoup de participation publique, mais on a peur de toucher au BAP. Alors ça, je pense que ça devrait nous interpeller. Et le dernier point que j'ai à dire, c'est on est peut-être dû pour un rapport Lacoste 2. Le rapport Lacoste, il faut se rappeler que c'est... En 88, il y a déjà longtemps, pourtant. Mais il faut se rappeler, il ne faut pas juste lire le contenu du rapport Lacoste. Il faut réfléchir aussi à comment on a fait le rapport Lacoste. On a créé une commission. M. Lacoste, c'est un ancien recteur de l'Université de Montréal, si je ne m'abuse. On a mis des espèces de commissaires qui venaient de partout dans la société civile. Il y avait, entre autres, de mémoire, Bruce Walker. Il y avait de mémoire aussi André Beauchamp, qui était un des pionniers du BAP. Louis-Gilles pourra m'aider là, sur les autres membres de la commission. Et puis, on a tenu des audiences publiques, on a fait le tour de la question. Et évidemment que la QEI aurait un rôle déterminant à jouer là-dedans, mais pas uniquement. Et là, on espère que les municipalités, il y a des gens qui ont parlé des municipalités. Nous, on a fait des mandats dans le cadre de l'évaluation environnementale stratégique sur les gaz de schiste, où on a exploré quel pourrait être le rôle du local, des municipalités, comment insérer la question de la gouvernance territoriale, etc. Peut-on discuter de ça globalement en lien avec l'évaluation environnementale? Donc, en tout cas, moi, je plaide pour un rapport Lacoste 2, qu'on pourrait appeler, je ne sais pas, on verra. Et qui pourrait mener à une réforme en profondeur. Évidemment, donc, pour vous, et si pas de moderniser à la pièce. Moi, je suis un peu agacé. Je sais qu'il y a un comité de réflexion à l'heure actuelle. Mais ça m'agace un peu que ce comité-là se fasse en parallèle de nos travaux. Et alors, peut-être que ça peut déboucher sur ça. Voilà, je m'arrête là-dessus. Merci. Suggestion, l'idée est lancée. Oui, monsieur? C'est à vous, à l'arrière. Bonjour. Imad Loucouche, étudiant à l'ECAM. J'ai juste une question et une suggestion. Normalement, l'étude d'impact, c'est une étude pluridisciplinaire basée sur la participation des différents acteurs. Politique, économique, voulez-vous vous lever pour parler un peu plus dans le micro, qu'on vous entende mieux ici? Merci. Je crois qu'il faut converger les recherches vers l'estimation d'un indice d'impact, de sensibilité ou de vulnérabilité globale qui sera calculé en fonction d'indices spécifiques à chaque acteur, politique, social ou économique. Et ma question, par exemple, si l'indice spécifique social l'emporte sur les différents indices, et à la fin on aura l'indice d'impact de sensibilité globale défavorable à la réalisation de projets, est-ce qu'on va prendre compte de ça? Oui. D'accord, oui. Alors la question est lancée à tout le monde. Pour la vulgarisation, je crois que la cartographie thématique, il peut faciliter la tâche aux citoyens si on arrive à cartographier chaque indice spécifique ou l'indice global. Merci. Merci des propositions. Est-ce que qui voudrait relancer? Oui, Monsieur Pelletier. Je ne vois pas d'autres mains pour l'instant. Vous me le direz? Oui. Je pense qu'on semble oublier que l'évaluation environnementale, c'est un élément à l'intérieur du régime de protection de l'environnement.
Et donc, il faut faire attention que si on touche à une partie, ça a des incidences plus globales. Et dans ce sens-là, Mme Paul a fait souvent référence à cette notion de régime. Et on ne peut pas intervenir sur le BAP, sur l'étude d'impact, sur l'évaluation environnementale stratégique, sur la réglementation, sur la loi, sans repenser qu'est-ce que ça fait, quelles sont les conséquences sur l'ensemble du régime. Mais est-ce qu'une nouvelle commission Lacoste n'aurait pas un mandat aussi large que ça, justement, forcément? Si jamais... est-ce que le gouvernement pourrait proposer une telle commission? Est-ce que... Bon, oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Avez-vous autre chose à ajouter, là? Parce que là, il y a comme... Moi, écoutez, vous en savez tous plus que moi sur tout ça, là. Hein? Je suis très loin de ma zone de confort, comme je l'ai dit, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même deux tendances. Des gens qui prônent une amélioration régulière des mécanismes actuels et d'autres, M. Gauthier, qui aimeraient qu'on repasse tout le système et tout le régime éventuellement, là. Bien, en fait, je ne suis pas certain qu'on a fini de mettre en place les recommandations du premier rapport Lacoste. Alors, c'est peut-être un peu prématuré de penser à un deuxième. Pourquoi on ne l'a pas fait? Essentiellement pour des raisons politiques ou quoi? Bien, il y a des raisons politiques, il y a toutes sortes de raisons aussi. Il y a eu beaucoup de recommandations qui ont été faites pendant la conférence, mais il faut se poser aussi la question, qui va payer pour tout ça? Et à date, le seul pourvoyeur de fonds, c'est le promoteur. Et c'est pour ça que l'approche est axée sur le promoteur. Il ne faut pas oublier que notre pauvre province de Québec est un petit peu cassée comme un vieux clou. Et ils n'ont pas des millions à mettre sur des actions qui pourraient améliorer le processus. J'en suis tout à fait conscient. Mais à un moment donné, on se paie ce qu'on peut se payer aussi. Oui, Madame Paul? Oui. C'est vrai que vous manquez d'argent cruellement à votre ministère? Comme tout le monde, comme tout le monde. J'aimerais peut-être ajouter un commentaire à l'intervention de M. Comtois, c'est que le cadre législatif, effectivement, depuis 35 ans, il n'a pas changé. Et pour changer un cadre législatif, il faut une volonté politique. Et la volonté politique, elle s'est à quelques fois manifestée, mais finalement, l'exercice n'a pas abouti. Il ne faut pas penser que parce que depuis 35 ans, on a le même cadre, tout le monde est figé là-dedans. Mais par contre, au niveau des façons de faire, moi, je crois que ça a grandement évolué et qu'il y a encore de la place pour de l'évolution. On n'est pas arrivé au bout de ce qu'on peut faire à l'intérieur de notre cadre. Tout un chacun là, qui participons à ce cadre-là. Ça revient à l'idée de responsabilisation qui a été amenée hier en atelier, mais par Mme Gélina, que chacun dans son lieu, praticien, fonctionnaire, par exemple, population, maire, a sa marge de manœuvre, a son rôle à jouer dans tout ça et que certains ne le jouent pas suffisamment au maximum des possibilités. Madame Jourdain, voulez-vous ajouter quelque chose? Ça va. Non, ça va? Parfait. Alors, est-ce que quelqu'un du BAP aimerait réagir à ce moment-ci? Surtout, on a entendu quelques étudiants. Ça serait intéressant d'en entendre d'autres. Je sais qu'il y a pas mal d'étudiants de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal, de l'UQAM. Alors, qu'est-ce que vous retenez? C'est peut-être votre première expérience d'immersion totale au milieu de praticiens de l'évaluation environnementale en dehors des cours. Alors, qu'est-ce que vous retenez? Dans quelle perspective envisagez-vous de travailler dans ce milieu-là pendant les 30 ou 40 prochaines années? Je ne sais pas. Ça serait intéressant d'en entendre des étudiants, d'autres étudiants. Oui, il y en a un brave. Je m'approche. Charles Drouin-Lavigne, Université de Montréal, département de géographie. J'ai bien aimé le congrès. Merci beaucoup tout le monde pour votre accueil. J'ai bien aimé aussi les discussions qu'on a eues. Ça semble vouloir faire avancer les choses. La seule question que je me pose, c'est à quel moment on se dit on arrête de penser et on met notre pied dans la porte et on agit. Dans le fond, parce que c'est clair que c'est le fun de trouver des nouvelles solutions et tout ça, mais à quel moment justement on peut se dire on choisit cette solution-là et on la met de l'avant ou on essaie de la mettre de l'avant ou de faire en sorte qu'elle soit acceptée par tous. Voilà. Bon, c'est lancé. Passons à l'action, quoi. D'autres commentaires là-dessus? Oui, madame. Bonjour, Nathalie Leblanc, Pesca Environnement. En fait, je pense que pour faire suite au dernier commentaire,
Il y a assurément une réflexion qui est à continuer de façon plus globale sur le système, mais en attendant, on a nommé plusieurs solutions qui sont assez faciles à appliquer, autant au niveau des promoteurs que des consultants et des gens qui réalisent. Pas forcément coûteuses? Des petits changements dans nos pratiques ou des pratiques qui existent déjà, qui ont intérêt à être diffusées et reprises par d'autres. Assurément, oui, impliquer le public le plus rapidement possible. Je pense que c'est un gage de succès dans un projet. Trouver une façon de trouver un juste équilibre entre être capable de répondre aux citoyens en audience publique puis leur dire oui, l'Orignal va continuer d'utiliser votre territoire, mais d'avoir en arrière toutes les données que ça prend pour que cette personne-là ne nous réponde pas « je vous crois pas ». Donc, d'avoir tout ça ensemble. Je pense que ça, c'est quelque chose qu'on peut faire en continuant avec le système, que le système change. Bien, hier, quelqu'un qui était assis là disait, oui, une question fac, là, foire aux questions, et tous les renseignements, donc de simplifier les réponses, de prévoir les réponses aux questions qu'on connaît des citoyens, mais d'amener toutes les données vraiment techniques en annexe. C'est-à-dire, c'est ce que vous suggérez un petit peu aussi. Bien, c'est ce qu'on tente de faire. Et c'est une formule gagnante. C'est une formule où c'est pas facile parce que la vulgarisation, c'est une science en soi. Donc, on est spécialiste dans notre domaine, mais il faut aussi être capable de vulgariser, de transmettre de façon correcte cette information-là. Et si on n'est pas capable de le faire en tant que spécialiste, ben il y a des gens qui sont capables de nous aider à le faire. Et ça, encore une fois, c'est gage de succès puis ça améliore les projets. En tout cas, la démonstration... Oui, allez-y, Jean-Yves. Oui? Qui d'autre? Ah, madame, oui. Donc, je suis aussi étudiante à Concordia, par contre. Puis, malgré que je ne suis pas un ingénieur, je suis en train de faire une maîtrise. Puis, qu'est-ce qui est resté dans ma tête de cette conclusion, c'est que, ben, en tout, le but des études d'impact, c'est vraiment de prévenir, puis vraiment les effets ou les impacts, puis de chercher des alternatives, puis vraiment dans le grand cadre du sustainability, du développement durable. Ouais, exactement. Ouais. Donc, puis dans ma tête, c'est pas mal dur de faire des prédictions à 100%, puis vraiment, c'est pas... Je trouve que dans le topic de crédibilité, c'est pas vraiment... C'est vraiment un continual process, c'est adaptif. Il faut vraiment regarder ça du plus grand cadre. Mais est-ce que ça veut dire aussi de bien transmettre ou faire comprendre la notion de gestion du risque à la population aussi? Parce que dans ma tête, c'est vraiment... Tout le monde parle de practitioners ou les décisions aussi et le procès, mais c'est aussi la communication entre tout le monde. Merci du commentaire. Alors, d'autres commentaires de gens qui peut-être arrivent dans le milieu, commencent, ou de gens qui sont là depuis longtemps, comme M. Gauthier et beaucoup d'autres. Alors, voilà. Moi, j'aimerais vous relancer peut-être une toute dernière question, et je pense que la démonstration est assez claire et qu'une grande majorité d'entre vous pense que d'intégrer plutôt le point de vue des citoyens dès l'avant-projet par des mécanismes de consultation plus efficaces, ça donne une meilleure évaluation environnementale, de meilleurs résultats. Oui, on va passer alors, mais et tout ça parce que l'acceptabilité sociale est devenue un concept généralisé. Et Mme Gélinas vous renvoyait le propos en disant, mais qu'est-ce qu'on veut dire exactement par là? Ça pourrait être un thème pour le prochain congrès de l'association. Est-ce que c'est vrai que c'est un mot fourre-tout un petit peu, l'acceptabilité sociale? Est-ce que c'est là-dessus qu'il faut travailler pour mieux la définir? Monsieur? Oui. Je lance la question à tout le monde, mais on entend la vôtre. Je m'excuse, je vais en soulever une autre. Oui, parfait, allez-y. La première chose, c'est un commentaire. Je pratique Pierre Lindal, expert conseil, praticien de longue date. Je dis que moi, j'ai tendance à préférer les évolutions aux révolutions. Et je crois qu'il est plus raisonnable d'escompter améliorer le système actuel en retouchant aux besoins certains éléments législatifs ou réglementaires et en améliorant les pratiques plutôt que d'essayer de tout reprendre à zéro. Ça m'inquiète. Il y a beaucoup de pression d'acteurs sociaux de toutes sortes qui s'exercent si on remet en cause l'ensemble du système. Et il n'est pas sûr que les gens qui pensent un peu comme nous pensons ici ce matin en sortiront gagnants. Ça, c'était le premier point. Le deuxième, là, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas... On a beaucoup parlé d'améliorer le processus
On a parlé d'améliorer les échanges avec le public, chose très importante, mais sous-jacent à tout ça, il faut maintenir absolument la qualité scientifique des études. Et quand je dis la qualité, ça ne veut pas dire faire des études nécessairement exhaustives, parce qu'effectivement, des fois, elles sont mal ciblées. On aurait avantage à les cibler davantage. Mais quand on étudie quelque chose, quand il y a un impact potentiel dans un domaine, il faut des gens vraiment compétents, il faut des outils faits pour ça. Il faut faire la science et ensuite il faut des gens qui sont capables de la vulgariser et de la communiquer dans des termes beaucoup plus simples au grand public, mais aussi de l'expliquer en détail aux spécialistes des ministères. Alors c'est un peu des idées générales sur ce qu'on pourrait faire pour améliorer le processus plutôt qu'une question à proprement parler. Donc oui à l'allègement, mais sans sacrifier, comme on l'a dit, la qualité de la recherche et de la science Absolument, qui fonde l'étude, les observations. Mon message principal, c'est ça, c'est maintenir la qualité de la science, mais cibler mieux les études scientifiques sur les enjeux importants dont on a parlé un peu plus tôt ce matin, et ensuite essayer de faire, parce que souvent les problèmes d'échange avec le public, au-delà des questions de volonté des promoteurs, au-delà des questions de processus, ils dépendent beaucoup de la qualité des professionnels qui ont fait l'étude en matière d'aptitude à vulgariser, et à bien expliquer dans les termes que les gens comprennent les résultats, sans les trahir pour autant. Et ça c'est un enjeu et je crois qu'il y aurait avantage à réfléchir. Mais Madame nous disait tout à l'heure, dans ce moment-là, il faut aller chercher des ressources externes, des spécialistes peut-être de la communication pour cette étape-là, ou en tout cas prendre les moyens pour que la communication réussisse. Mais sur ce point-là, je vous dirais que, mon opinion, c'est que il faut que les scientifiques travaillent très étroitement avec des spécialistes de la communication, qui sont des gens de communication qui sont habitués à communiquer des notions relativement techniques ou sociales ou économiques, selon le cas, pas de simples communicateurs habitués à faire des communiqués de presse. Voilà, une belle nuance. Merci. Merci. Oui. Alors, écoutez, il n'y a plus de main, donc, qui soit levée. Alors, je vous rappelle que vous pouvez toujours, bien sûr, à la suite de ce congrès, faire des suggestions, des observations à l'organisation, donc aux gens, à Françoise Mondor et aux autres organisateurs de ce congrès. Je pense que ça leur fera vraiment plaisir d'avoir vos commentaires par la suite. Pour l'instant, j'aimerais repasser la parole à Madame Fecteau, la présidente de l'Association québécoise. Voilà, allez-y, Madame Fecteau, pour le mot de la fin. Oui. Et c'est le moment de nous quitter. J'ai envie de vous dire, même aux dernières secondes, le niveau d'attention est franchement impressionnant. Moi, les gens qui me connaissent me le disent, je suis impressionnable. Mais là, je vous le dis, là, depuis la première minute jusqu'à la dernière, je suis fortement impressionnée par la participation, par justement les réflexions, par la qualité des échanges, le respect. Et on est le jour de la Saint-Valentin, il y a de l'amour dans l'air, on a envie, il y a tempête de neige. Non, mais c'est là, il n'y a pas de brouhaha. En tout cas, bon, c'était je partage mon état d'esprit. Et donc, je vais vous demander encore quelques minutes d'attention parce que là, on est à l'étape des remerciements et du petit message de la fin. On sort du sujet, mais c'est aussi important que le reste. Alors, première des choses, je vais remercier les membres du comité organisateur parce que, disons-nous-le, il y a un travail colossal en arrière de ça. Ça n'arrive pas par magie. C'est un peu comme les danseuses de ballet. On a vraiment l'impression qu'ils font ça comme si rien n'était. Mais c'est le travail qu'il y a derrière qui... c'est un travail d'humilité, comment je dirais ça, de nous rendre ça. Puis finalement, on a toute l'impression qu'on fait quoi d'extraordinaire, mais c'est parce qu'ils ont travaillé très, très fort. Alors, je vais les nommer parce que la seule reconnaissance dans tout ça, c'est du bénévolat. Alors, ça vaut la peine qu'eux et leur firme ou ministère, qu'importe, soient reconnus. Alors, il y avait Myriam Vallière, qui était coprésidente du comité et qui est de Transfert Environnement et Société, avec Jean-Yves Lalande, coprésident aussi, consultant international en gestion de l'environnement. On avait aussi Maude Ablin, Jeanne Camiran, Alexandra Rouillot, du ministère du Développement durable, de l'Environnement, de la Faune et des Parcs, Pierre-Olivier Côté du groupe Synergie, GIS, Jacques Grondin de l'Institut national de santé publique du Québec, Mario Eppel de WSP, Yannick Matteau, LVM, Khalil Roukoz, d'AMEC Environnement et Infrastructure,
Pierre Vaillancourt d'Hydro-Québec, équipement et services partagés, Lucie Vallée, consultante, Andréane Vézina, Agence canadienne d'évaluation environnementale et Françoise Mondor. Alors, je ne sais pas si vous êtes... Oui, levez-vous, on vous applaudit. C'est sec. Bon. Ensuite, les conférenciers et participants aux différents panels. Parlant de panel, je ne suis pas sûre que j'aime ça, l'expression poisson dans un bocal. En tout cas, je pense que je suis traumatisée par cette expression-là. En tout cas, mais bon, on a l'impression que quelque chose va nous attraper par la tête à un moment donné. Il y a du travail de... Tu sais, les journalistes aiment ça dire exclusif, là, mais il me semble qu'on a eu droit à du contenu exclusif. Il y a des gens encore là qui ont travaillé vraiment fort à réfléchir pour nous, qui sont venus nous livrer... Là, ça fait corporatif, mais de la marchandise de très haute qualité. C'est ça qui nous a permis d'avoir des échanges intéressants. Alors, merci à chacun d'entre vous pour le temps que vous avez consacré, que vous nous avez consacré. Merci aux conférenciers. Je veux remercier l'animatrice Françoise Guénette. C'est une pro, ça paraît, c'est agréable. Mais au-delà de ça, il y a des animateurs pros, mais qui ont tant d'attention par rapport à tout ce qui se passe. Honnêtement, vous le dites, vous le répétez, c'est pas votre domaine, mais vous faites les liens nécessaires qu'il faut. Je vous remercie sincèrement. Ça a été très agréable. Vous savez, je l'ai dit, je répète, l'association, c'est 260 quelques membres. On s'entend, là, on a des ambitions grandes de même, là, mais on a des moyens extrêmement limités. Il n'y a rien de ce qu'on fait qui serait possible sans appui financier. Absolument rien. Cette année, il a fallu vraiment innover, mais à vitesse grand V. L'étudiant qui disait on peut-tu avoir une idée puis mettre le pied dans la porte, ça a été quasiment ça en quelques heures. Parce qu'à un moment donné, le contexte économique actuel fait en sorte qu'on a frôlé la catastrophe. Là. Parce qu'à un moment donné, avec des formules traditionnelles, ça ne fonctionne plus. Il a fallu innover sur le plan des appuis financiers. Vous avez été présents. Alors, je vais vous nommer aussi. Je ne sais pas si ça tourne-tu, ça, pendant ce temps-là? Non. Ah. Vous les avez derrière vos programmes, mais je les nomme AMEC, Archeos, Biophilia, BPR, CIMA, Gouvernement régional CRI, Gouvernement du Québec, par le biais du ministère des Transports et du ministère du Développement durable de la Fonds des Parcs, UDA, SM International, Hydro-Québec, Energex, MSI 3D, New Millennium, Iron, Paul Wilkinson, Pesca, Roche, SNC-Lavalin, Transfert Environnement et Société, WSP. L'idée, c'était d'avoir l'ensemble des membres, on a qualifié ça de traitement équitable de tout le monde pour pouvoir avoir des nouveaux joueurs qui apparaissent sur la fameuse feuille. C'est une mission réussie. Alors, merci à vous. Notre chef d'orchestre. Non, mais là, un événement comme ça ne serait pas possible si on n'avait pas la personne qui coordonne les travaux des comités, s'assure que tout va rentrer dans les temps, sollicite justement les appuis nécessaires avec tous les arguments, elle les trouve les arguments, qui veille à ce que tous les petits détails logistiques, parce qu'il y en a, aller jusqu'à il y a quelques jours, on a encore ici aussi frôlé la catastrophe. Et là, je voudrais qu'on remercie chaleureusement Mme Françoise Mondor. Je veux remercier chacune d'entre vous. Merci de votre présence. Je l'ai dit, je l'ai dit hier, je l'ai dit là, il y a 5 secondes. Là. On est 200 quelques membres. Rendez-vous compte, on avait 218 inscriptions. On est habitué de voir quelques 200 personnes dans une activité, dans un colloque, dans un congrès, mais des fois, à l'ordre des ingénieurs, ils sont 9000 membres, je ne sais pas combien. On est 200 quelques. Vous êtes 200, pensez-y. C'est extraordinaire. Mais aussi, ça donne le goût
à plusieurs d'entre vous et à d'autres de prendre le flambeau pour en faire d'autres activités, parce qu'à un moment donné, pas d'intérêt, pas de jus de bras, personne pour venir nous appuyer. Alors, vous suscitez l'intérêt que les choses continuent, évoluent et tout ça. Alors, merci à vous. Pour un petit message. J'ai arrêté de compter à un moment donné le nombre de fois où j'ai entendu l'association aurait un rôle à jouer là-dedans, l'association. J'ai pris beaucoup de notes par rapport à tout ça. Vos attentes sont très élevées. Entre autres, il y avait l'idée, Jacques Grondin, mon collègue au conseil d'administration, me disait recensement des bons coups. C'est vraiment quelque chose qui a été soulevé et qu'il faut faire. Mais je ne ferai pas de liste, là, parce que j'ai peur d'en oublier puis que quelqu'un dise « Elle n'a pas retenu mon idée ». Non. On a pris beaucoup de notes, mais la liste des attentes est très élevée. On l'a dit, on est dans un point tournant et tout ça. Puis là, il peut arriver deux choses. Là. On peut se mettre à paniquer, là, parce qu'honnêtement, ça fait quand même beaucoup de choses à faire. Mais on peut faire aussi comme le mécanicien puis dire on va prendre ça une affaire à la fois. Là. Donc, là, c'est pas de tempérer vos ardeurs, mais c'est de vous dire qu'il y a deux choses là, qui vont être importantes dans les prochaines semaines, mois, années à venir. La première, là, en ce qui me concerne, c'est de faire beaucoup de rapprochements avec des partenaires importants dans notre milieu, dans notre... comment je dirais ça, dans le cadre de nos travaux et tout ça. Ça fait qu'on a une petite organisation, elle est minuscule, mais on va se rapprocher d'organismes, soit de petite taille aussi, mais de taille plus grande, entre autres. Puis Gilles l'a évoqué tout à l'heure, on a déjà eu beaucoup de discussions ensemble sur des travaux qu'on va réaliser conjointement. On vous en reparlera à un moment donné là, avec le secrétariat international francophone. On va faire des rapprochements avec l'Association minière du Québec. Il y a des gens de l'association qui sont ici. Il y a des représentants de l'industrie minière qui viennent d'atterrir dans notre univers depuis l'automne. Alors, on a intérêt à voir un peu les choses mutuellement, à se parler. Monsieur Goupil, qui était ici, je crois qu'il a quitté, là, mais nous a introduit à Michèle Audette, la présidente de l'Association des femmes autochtones du Canada, qui était ici ce matin. Il y a des gens de l'Institut du développement durable des Premières Nations. On a convenu qu'il faut trouver une manière d'avoir une collaboration plus étroite là, pour voir de quelle façon envisager des travaux là, qui sont mieux, qui sont mutuellement, comment je dirais ça, partagés. Là. C'est sûr que c'est quand même beaucoup d'énergie à consacrer à ça, mais l'idée, c'est de prendre du temps pour en gagner. Éventuellement, je crois que ça va être gagnant à terme. Alors, vous serez sollicité à un moment donné pour qu'on ait, justement, là, c'est beau, à un moment donné, de lancer des idées, de mettre en place ceci et cela. Mais ça m'amène au deuxième point. Le mécanicien, il peut se dire, je vais faire les choses une à la fois. Moi, j'en vois deux, celle-là. Mais aussi celle de vous convier solennellement à prendre part et à lever la main, à dire volontaire, je suis là, quand vient le temps de faire justement les appels à tous pour l'organisation de congrès ou d'activités quelconques ou de comités. Il y aura peut-être là effectivement des groupes qui se mettront en place de réflexion, mais il y en a déjà qui roulent. Le comité formation nous a livré son premier produit. Le comité outils d'évaluation environnementale, d'outils d'études d'impact sociaux a aussi travaillé sur certains trucs. Mais à un moment donné, on manque de jus. Là, c'est le fun d'être enthousiaste, mais à un moment donné, on a besoin d'air, de rafraîchissement. Alors, vous serez convoqués. On s'attend à ce que vos contributions en temps, en heures ou en dollars, le cas échéant, vous nous répondiez présent.